Bonjour à tous. Je vais vous parler aujourd'hui de la qualité de l'air intérieur. Surtout qu'aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas suffisamment conscient de l'urgence de bien préserver notre air intérieur. Alors aujourd'hui, pour commencer justement, pour bien appréhender notre connaissance de l'importance de l'air intérieur, juste petit quiz. Pour information, hein, en règle générale, on va dire, on mange 1 kilo de nourriture par jour. Et justement, est-ce qu'on est prêt à manger de la nourriture avariée? Pour l'eau, c'est à peu près pareil. Là, on consomme 2 litres d'eau en moyenne. Ça fait 2 kilos d'eau équivalent pour ramener sur une même échelle d'équivalence. Là, idem, je pense, si on nous dit que l'eau qu'on risque de boire n'est pas potable, on va peut-être se poser des questions. Et par contre, sur l'air, avez-vous une idée aujourd'hui de combien on respire d'air dans un espace intérieur, en équivalent en kilos, justement, si on veut comparer 1 kilo d'aliments, 2 kilos d'eau, et combien de kilos d'air on respire en air intérieur, vous avez en une journée? Est-ce qu'on est aussi sur 2 kilos? Non, il n'y avait même pas 2 kilos. Voilà, bravo. On est à 20 kilos. Donc c'est en fait c'est 10 fois plus que ce qu'on boit. Et sur les 20 kilos, ou les 20 litres d'air, ou les 20 000 litres d'air, pardon, c'est de l'air en espace clos qui est potentiellement contaminé, mais dont on n'a pas la connaissance ou la notion. Justement, c'est le gros dilemme de l'air, c'est comment rendre visible l'invisible. Des petites stats sur la qualité de l'air intérieur, justement. Déjà, d'une façon générale, macro, on va dire. Les préoccupations environnementales, ça c'est les sources du ministère de la Santé. La qualité de l'air arrive en position 3, derrière le changement climatique, qui est, c'est sûr, un des problèmes majeurs de notre actuel, et les bruits de nuisance. Idem, pollution de l'air, c'est troisième cause de mortalité en France. C'est à peu près pareil dans les différentes autres régions. Et si on se focalise plus sur l'air intérieur, il est énormément pollué. On pense des fois qu'on se dit, on est dans un environnement industriel avec de l'air pollué, on va se mettre vite, on va se réfugier à l'intérieur. Et en fait, c'est des faux perceptions, parce que l'air intérieur, et encore là, généralement c'est de 5 à 10 fois. Des fois on peut noter que dans certaines études, même certains annoncent 20 fois plus pollué que l'air extérieur. Donc c'est énorme. Et sachant aussi qu'en plus on passe environ 70 à 90% de notre temps en espace intérieur, comme on le fait ici aujourd'hui. Et justement, aujourd'hui, la pollution intérieure, c'est à peu près l'équivalent de... ça équivaut dans le monde à 3,8 millions de décès dus à la pollution intérieure, et idem des décès prématurés pour les enfants. Pollution de l'air, le coût rien qu'en France, et ça a été évalué par le ministère de la Transition écologique, on est à 16 milliards, donc c'est énorme. Et quand on dit le coût, c'est tous les coûts induits par les maladies dues à l'air, telles que de l'asthme ou autres. Deuxième petit quiz, pour mieux comprendre encore et prendre conscience de cette importance de la qualité de l'air intérieur. Dans un espace public intérieur, on respire de l'air exhalté par quelqu'un d'autre. Typiquement, justement, quand avec hélas le cas du Covid, on a pu s'en apercevoir. Et est-ce que vous avez une idée de combien d'air expiré est exhalté inspiré est exhalté de quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on est à 0,1%, 20%, autre chose? J'ai pas entendu. 10? Un petit peu moins. C'est de 1 à 5. Après, ça va dépendre de l'espace, bien sûr. Si on est dans une petite salle de réunion avec 4 personnes, ou si on est dans un espace comme ici, mais on va forcément inspirer de l'air exhalté par quelqu'un d'autre. Et hélas, encore, le Covid a été, hélas, un révélateur de ce problème-là, encore plus. Pareil, selon l'OMS, la pollution de l'air est responsable de
un certain nombre de pourcentages de maladies allergiques. Et là, une idée, on est à 20%. Donc c'est quand même très important. L'agence de protection américaine, EPA, qui est comme une référence dans le domaine de la qualité de l'air, même au niveau mondial, elle classe la pollution de l'air dans le top des risques de santé publique. Une idée, on est dans le top 5 là. Ce qui est quand même assez important. Les allergies au pollen, aujourd'hui, selon l'ANSES, c'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, l'environnement et du travail. Les allergies au pollen, ça touche, vous avez une idée, on est à 30%. Et les projections sur vers 2050, on est plutôt sur du 50%. Donc c'est des choses qui, hélas, progressent et qui deviennent de plus en plus critiques. L'EPA, pareil, toujours l'agence américaine, qui ont évalué ce qu'on appelle le SBS, et le Sick Building Syndrome. C'est en fait le syndrome d'un bâtiment malsain avec une mauvaise qualité d'air intérieur. Et on parle même des bâtiments neufs, anciens et neufs. Et là, une idée aussi de combien peut représenter ce pourcentage de bâtiments en fait, malsains d'un point de vue air intérieur. On est à 30%, donc c'est énorme. Alors que ça inclut même les nouveaux bâtiments, qui ont les nouvelles normes de construction et autres. Et aujourd'hui, cette responsabilité vis-à-vis de l'air intérieur, c'est la responsabilité de tous. Et en premier aussi de votre employeur, que ce soit privé ou public. Et là, il y a 2 textes de loi qui en fait s'y attellent. Vous avez un premier, le Code du travail, qui, là, je lis tel que c'est écrit dans les articles de loi. Donc, c'est maintenir un état de pureté de l'atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs. Donc, quand on lit ça, est-ce que tous les employeurs aujourd'hui s'assurent de ce prérequis pour le bien-être des salariés? Et justement, à ce propos-là, je voudrais juste rajouter une petite anecdote, c'est qu'aujourd'hui, il y a quelques études, bon, je ne l'ai pas présentées là, qui montrent vraiment aussi la partie de productivité des personnes par rapport à la qualité de l'air intérieur. Et il y a des études, c'est des études américaines aussi qui ont mesuré la productivité des personnes par rapport à l'air intérieur et qui sont assez impressionnants justement. Et c'est pour ça aussi, on va dire, un exemple classique, c'est de dire on est en salle de réunion confiné à un certain nombre de personnes, la tension baisse naturellement et c'est normal, c'est hélas la pollution de l'air intérieur qui agit sur nous et qui diminue nos facultés. Et deuxième, il y a aussi le Code de l'environnement, qui là aussi, d'une façon plus globale, qui précise bien que chacun doit pouvoir respirer un air qui ne nuise pas à sa santé. Donc c'est une vaste phrase, mais qui derrière est lourde de plein de conséquences. Et quand on parle de conséquences, justement, aujourd'hui, comme je disais, l'employeur public-privé est responsable de la bonne qualité de l'air des employés. Et aujourd'hui, il y a même il commence à y avoir des premiers recours en justice. Et là, c'est un exemple. Bon, là, c'est de la pollution d'air extérieure. Hein, c'est sur le périph' de Paris, où l'État a été condamné. Et donc, et je pense que ce genre de condamnation risque de s'accentuer par l'avenir, et même en espace intérieur, dû aux différents symptômes qui sont grandissants. Un autre exemple justement de cette urgence, c'est récemment, là en février 2024, donc c'est tout récent, il y a eu 6 associations nationales qui ont envoyé un courrier au président de la République pour l'appeler à adopter une position plus ambitieuse en faveur de l'amélioration de la qualité de l'air et de la protection de la santé. Alors 47 000 décès par an, ça c'était juste, ça résume un peu les principaux points. Mais le point clé de cette lettre, c'est qu'en fait, aujourd'hui, l'OMS a donné certains niveaux de tolérance pour justement la pureté de l'air. Et aujourd'hui, dans les directives européennes, on est en deçà, ou au-delà plutôt, de ces prérogatives OMS.
Et là, ce courrier-là, justement, c'est pour sensibiliser la communauté, et donc via le président de la République, sur le fait qu'aujourd'hui, le fait de ne pas suivre les recommandations de l'OMS augmente la mortalité. Justement, par contrario, on dit que si jamais on adoptait les niveaux de recommandation de l'OMS, on serait à moins 58% de décès en moins, liés à la pollution de l'air, bien sûr. Et le coût aussi énorme, parce que vous avez un coût qui serait 7 fois plus faible. Ce qui fait qu'aujourd'hui, justement, bon, ça a été fait en 2015, mais c'est à peu près les mêmes chiffres. C'était le Sénat qui a fait ça. Donc, on est sur des coûts généraux de 101 milliards par an. Sachant qu'on était à 20 milliards pour l'air intérieur. Alors aujourd'hui, quels sont les différents types de polluants, ou pollutants, on peut appeler. Donc il y a trois origines majeures. La première, c'est microbienne, les bactéries, virus, spores. Le Covid se classe dans celui-là. Les sources principales des polluants microbiologiques, c'est beaucoup d'activités humaines, les animaux, les plantes. Donc c'est des moisissures qu'on a en bas des murs de chez nous, qu'on a dans les moisissures qui peuvent naître aussi dans les bouches de climatisation ou de VMC. Ensuite, vous avez une grosse catégorie qui sont tous les polluants chimiques. Et dans les polluants chimiques, la catégorie majeure, c'est ce qu'on appelle les COV, les composants organiques volatiles nocifs. Des fois, on rajoute le N comme nocif, parce que certains sont quand même, peuvent être potentiellement moins toxiques. Vous avez le formaldéhyde, tous les types d'aldéhydes, l'ammoniac, l'azote, et vous en avez bien d'autres. Et là, dans les pollutions chimiques, il y a beaucoup de... c'est des pollutions qui a été générées généralement par l'homme. Donc, c'est les matériaux, les peintures, les vernis, la cuisson des aliments, les produits d'entretien, donc tout le résultat de notre belle industrie chimique. Et les dernières polluants, ce sont les particulaires. Là, ce sont toutes les poussières, les particules fines, qui sont très critiques, par exemple, dans tout ce qui est les salles qui nécessitent des environnements propres, les salles blanches, que ce soit à l'hôpital ou dans l'industrie. Donc voilà les trois grandes catégories. Si on se focalise sur les COV, qui sont quand même l'un des polluants majeurs chimiques, vous avez quand même deux origines. Il y a une origine ce qu'on appelle biotique, d'ordre naturel, parce qu'il y en a certains naturels. Typiquement, les plantes émettent elles-mêmes des COV. La fermentation, qui fait partie aussi, qui génère des COV, avec certains niveaux plus ou moins de dangerosité. Et les anthropiques, qui sont une grosse partie, justement, comme on parlait précédemment, de l'origine humaine. Donc les hydrocarbures, les solvants, les cosmétiques et autres. Et on les trouve aujourd'hui dans tous les secteurs, tout confondu. Là, j'ai mis simplement les secteurs principaux qui utilisent beaucoup de produits cosmétiques ou de produits chimiques. Donc, c'est encore plus critique. Typiquement, les cabinets vétérinaires, de coiffeurs, dentistes. Et après, aujourd'hui aussi, on verra ça un peu plus tard, il y a aussi cette sensibilité, justement, et commence à naître d'autant plus qu'aujourd'hui, je vais en parler un peu après. Là, il y a une réglementation qui est en train d'évoluer, justement, qui a été faite à la base pour l'enfance, dans les crèches-écoles. Et on le retrouve bien sûr dans les bureaux, surtout en espace aujourd'hui avec la tendance des open space. Et soi-même, chez soi, en habitation. Voilà. Donc, on les retrouve partout. Alors, ils ont, comme je disais en introduction, justement, le dilemme, c'est comment rendre visible l'invisible, parce que, hélas, ces polluants sont très volatiles et invisibles. On ne sait pas vraiment où ils se trouvent. Ils sont dans l'air. Et heureusement, certains sont bénins, mais il y en a quand même un grand nombre qui sont hautement nocifs, toxiques et voire cancérigènes. Alors justement, la nouvelle réglementation que j'évoquais tout à l'heure, donc il y a eu des décrets
qui ont été mis en place depuis 2023. Historiquement, il y avait déjà des décrets sur l'environnement, plus génériques. Et là, donc depuis 2023, deux nouveaux décrets sont sortis, justement spécifiquement pour la qualité de l'air intérieur. Le premier, le 2022-1689, qui va modifier le code de l'environnement en définissant des nouveaux niveaux limites de tolérance qui ont été un peu plus renforcés. Et le deuxième décret, le 1690, qui vient développer d'une façon beaucoup plus détaillée ensuite comment on peut mesurer cette qualité d'air intérieur en donnant un plan d'action et comment on peut mesurer ces différents polluants. Donc que je vais développer un peu plus maintenant. Donc juste pour décrypter, parce que c'est vrai que quand tout nouveau décret, si on regarde le décret qui fait un grand nombre de pages, j'ai essayé de vous faire une petite synthèse, comment décrypter simplement cette nouvelle réglementation, qui peut paraître très compliquée vu de l'extérieur. Donc la première chose, c'est ça impose de faire une évaluation annuelle des moyens d'aération, et principalement en incluant la mesure du CO2. Et ça, c'est réalisable, on n'a pas besoin de prendre un cabinet spécifique, on peut le faire soi-même. Par contre, c'est à faire tous les ans. Alors, c'est simplement des choses bénignes, mais importantes. Hein. Vérifier que nos fenêtres s'ouvrent bien, vérifier que les VMC ou autres bouches d'aération ne sont pas bouchées. Parce que quand on fait un audit, on pense que tout est OK, mais il suffit d'aller des fois dans certaines écoles et on est vraiment étonné de la qualité des équipements. Ensuite, la dernière chose, c'est qu'il faut lire donc, cette concentration en CO2. Donc là, maintenant, il existe des petits détecteurs de mesure de CO2 très abordables. Après cette évaluation annuelle, on doit faire aussi ce qu'on appelle un autodiagnostic, où là, on doit essayer de comprendre justement, l'objectif, c'est de comprendre les sources de pollution de l'air. Donc, il faut identifier les différentes sources d'émissions de substances polluantes, qui peuvent être justement, typiquement, les produits ménagers et autres qui peuvent être utilisés rien que par les femmes de ménage dans les écoles. Et aussi s'assurer alors que dans la première étape, on a fait juste un audit. Là, il faut qu'on puisse montrer que l'on va commencer à mettre des choses en place. Et là, c'est quel est notre plan pour entretenir les systèmes de pollution, les systèmes de ventilation. Est-ce qu'on a un contrat de service avec la société ad hoc ou on a quelqu'un en charge qui va s'en occuper au sein de l'organisation? Et vraiment, l'objectif premier, c'est toujours pareil, diminuer cette exposition des occupants aux différents polluants. Ensuite, la troisième étape, qui est l'étape, on va dire, vraiment réglementée, c'est il faut faire un audit par un organisme accrédité COFRAC. Donc là, on dépend d'une société d'audit qui ont été justement approuvées par la COFRAC. Et là, ils doivent faire des prélèvements, mesures in situ et analysés en laboratoire. Et sur trois types de polluants, il y a le formaldéhyde, le benzène et le CO2. Et ensuite, toutes ces données-là sont collectées justement dans une base globale pour l'ensemble de tous les établissements, quelle que soit leur origine, dans une base de données du CSTB, qui est une base de données pour l'industrie du bâtiment. Et suite à ça, donc, on doit établir un plan d'action. Mais plan d'action qui dit simple, on ne veut pas monter une usine à gaz, c'est faire un plan d'action simple pour montrer qu'on fait des actions et comme tout plan d'action qui dit suivi de ce plan d'action pour voir sa progression. Donc juste un petit mémo important sur la mise en œuvre de cette nouvelle réglementation. Elle a été mise en œuvre depuis maintenant plus d'un an sur tout ce qui est les établissements qui touchent les enfants.
et en particulier les crèches, et tout ce qui est halte garderie, l'enseignement, premier, deuxième degré, lycée, et les accueils de loisirs. Parce que justement, les études ont montré que l'enfant était plus vulnérable, même pendant sa période de croissance, à la qualité de l'air intérieur. Donc c'est la première focalisation. Et l'année prochaine, au 1er janvier, ça avait été étendu principalement à tout le secteur médico-social. Donc les résidences seniors, les EHPAD, toutes les structures qui procurent des soins longue durée en santé. Et également les établissements pénitentiaires, s'il y a des mineurs, du fait que justement, pour les enfants, ça avait été déjà adressé par la réglementation qui doit commencer en 2023. Donc là aussi, petite description pratico-pratique sur comment on évalue. Voilà, l'objectif, c'est pas suivant la taille de votre établissement, si c'est une école ou si c'est un cabinet dentaire ou autre, ou juste des bureaux. L'objectif, c'est faire un échantillonnage des pièces, et on a si on a moins de 6 pièces, il faut faire 100%. Alors quand on parle des pièces, c'est les pièces où il y a justement une collectivité. Ça ne va pas être juste un seul bureau. Ça peut être les salles de réunion ou autres. C'est les pièces où vous avez justement une mixité de plusieurs personnes. Alors typiquement, c'est pour ça que les écoles sont en première ligne. Et ensuite, ça définit un taille d'échantillonnage suivant la taille de l'entreprise, de l'établissement. La méthode, comme j'ai expliqué au début, donc c'est assez basique. Il faut juste vérifier que les ouvrants marchent et autres. Et tout ça, il faut le répertorier. Faire cette mesure de concentration CO2. Et bien sûr, le faire aussi quand le CO2 est le plus émis, c'est-à-dire pendant les périodes de chauffe. Donc c'est à faire et toujours en présence dans la situation normale, c'est-à-dire quand vous avez, si c'est une classe, c'est quand il y a les enfants qui sont là. On ne va pas faire ça le soir quand il n'y a plus personne dans la classe. Et juste pour dire que voilà, c'est simple, quoi. C'est pas compliqué, il suffit juste de faire un plan d'action. Et là, le décret et l'État nous laissent libre choix de faire notre plan d'action. On peut prendre juste un fichier Excel et simplement renseigner les observations qu'on a faites et ensuite quelles actions on va faire. Si c'est nettoyer les filtres de la VMC tous les 6 mois ou autre. Voilà. Donc c'est faire un plan pratico-pratique et qu'on va pouvoir suivre et faire évoluer dans le temps. Justement, alors si vous voulez aller plus loin, si vous êtes concerné et vous voulez aller vraiment avoir toutes les infos, vous avez le guide. Le CEREMA a publié le guide d'accompagnement qui fait 150 pages, je crois, à peu près. Donc là, c'est pour ça, précédemment, j'ai essayé de vous résumer ce qu'il y avait dedans. Bon, il y a beaucoup d'autres choses en plus, mais au moins, c'était les points essentiels. Et après, les organismes accrédités, justement, par lesquels on doit passer, ils sont répertoriés sous la référence LABREF 30, si vous allez sur le site de la COFRAC. Ceux-là, ils sont spécialement habilités pour les mesures de l'air intérieur. Donc justement, suite à ça, sachant qu'on a un mauvais air intérieur, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc il y a plein d'idées reçues, des vraies et des moins vraies ou des fausses. Voilà, je peux vous en lire quelques-unes. Les idées reçues. Mon logement est équipé d'une ventilation mécanique, je n'ai pas besoin d'ouvrir les fenêtres. Non, c'est pas tout à fait vrai, quoi. Parce que de toute façon, la ventilation, elle va juste, elle va vous amener un renouvellement d'air, mais l'air n'a pas été, il n'a pas été assaini. Et ouvrir les fenêtres, c'est un premier pas. D'abord, c'est pour ça qu'avec le Covid, on a tous eu les instructions de aérer, ouvrez vos fenêtres au moins 2 fois par jour, minimum 5 minutes par jour.
Pareil, sur la fumée, on va fumer sur le balcon, on va fumer à l'extérieur de la maison. Je ne pollue pas. Ben, si, parce que comme les polluants ils sont très mobiles, ben, vous avez rien que d'avoir ouvert la porte pour rentrer dans la maison, ben, les polluants sont rentrés dans la maison. Mon logement est propre, ça veut dire qu'il est sain. Ben non, pas forcément, parce que propre, vous avez nettoyé, vous avez pris justement en plus, vous avez souvent pris des produits chimiques pour nettoyer, des aérosols et autres. Donc on a généré plein de nouveaux COV et on pense que c'est propre superficiellement, il n'y a pas de poussière, mais il y a plein de COV qui flottent dans l'air. Travaux d'embellissement, ben là typiquement aussi il y a les peintures et autres. Donc pareil, ça génère plein de COV. L'apparition de moisissures provoquée par les fuites d'eau provenant des appareils sanitaires, bah, c'est vrai et faux parce que là vous avez la moisissure, bien sûr la première cause c'est souvent de l'eau, hein, l'humidification d'eau, mais aussi c'est justement c'est l'amalgame de différents COV qui peuvent créer de la moisissure. Et bah, typiquement, même la moisissure qu'on a dans les aliments, voilà, c'est une réaction chimique qui crée de la moisissure. Ensuite, les plantes améliorent la qualité de l'air intérieur. Oui, vrai et faux, parce que vous avez des plantes, on va dire, qui vont peut-être amener une certaine purification, mais à côté de ça, elles vont générer peut-être d'autres COV. Donc on ne peut pas dire je vais mettre dans mon appartement, dans ma maison des plantes partout et j'aurai un air sain. Bonne température pour dormir, bon là je pense que c'est souvent, maintenant je pense qu'on les a suffisamment entendus, hein, c'est pas, forte température favorise pas le bon assainissement de l'air. Et pareil, les animaux domestiques, ça va pas influencer non plus, hélas, parce que eux-mêmes génèrent des COV, hein, et ça ne va pas résoudre notre problème de qualité d'air intérieur. Petit quiz aussi, pareil. Quand on a chaud, qu'est-ce qu'on fait? Oui, on va ouvrir les fenêtres, on va enlever quelques habits. Quand on a froid, on va mettre le chauffage. On sait réagir dans ces conditions-là, mais aujourd'hui, quand on nous demande, quand on veut un air potable, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est la bonne question qu'on se pose. On se dit, un air potable, je fais quoi? J'ouvre la fenêtre. Donc oui, alors voilà. Après, il faut différencier, c'est quoi un air potable? C'est juste un renouvellement de l'air, c'est une ventilation de l'air ou une purification de l'air? Souvent, on assimile ou on confond en disant l'air sain, c'est parce que j'ai un ventilateur, j'ai une VMC, j'ai mis une clim, donc je vais avoir un air sain. Non, c'est faux. Renouvellement de l'air, ok, on va mettre une VMC qui va prendre de l'air de l'extérieur, mais l'air elle-même est viciée, donc elle n'est pas pure. La VMC, c'est pareil, vous avez une circulation d'air qui est, au moins c'est déjà une circulation d'air, mais vous n'allez pas prendre un air purifié. Ça peut être même pire s'il vient de l'extérieur et ça dépend comment est votre extérieur. La clim c'est même encore pire parce que la clim ça recycle rien, c'est juste ça crée du froid, ça recycle, mais vous n'avez aucun apport d'air intérieur, d'air extérieur. Et la dernière solution, c'est j'installe un purificateur d'air qui là va vraiment purifier l'air parce que va s'attaquer directement aux polluants. Donc juste, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais juste un petit tableau, parce que quand on parle justement des différents purificateurs d'air, il y a plusieurs technologies qui existent. Hein. La première, le coup de poignet, oui bien sûr, pour ouvrir la fenêtre, c'est un premier début. Après, vous avez les filtres. Ce qui est très connu, souvent on dit, tiens, je vais mettre des filtres. Typiquement, on va au supermarché, on va acheter les fameux purificateurs d'air, on va dire les premiers prix, où c'est juste des filtres. Alors ça, c'est très bien de mettre des filtres. Sauf que le problème, c'est qu'au bout de quelques semaines, pire quelques mois, les filtres, ils sont complètement encrassés. Et c'est même pire. Parce que là, vous avez retenu tous les polluants. Et les nouveaux polluants, ils sont même plus filtrés, donc ça ne sert à rien. Là, il faut avoir une approche très rigoureuse de dire je change mes filtres toutes les semaines, tous les mois. Après, vous avez d'autres technologies, ioniseurs, plasma.
Filtre EPA aussi, on parle. Alors les filtres EPA, c'est un filtre qui est un peu plus performant, c'est-à-dire il laisse passer beaucoup moins les différents polluants parce qu'il a, on va dire schématiquement, il a une maille beaucoup plus serrée que les autres filtres. Le charbon actif. Alors nous, parmi ces différentes technologies, oui, nous, Airficience, on a une solution qui est basée sur la photocatalyse. Donc photocatalyse, en fait, c'est une réaction, on va dire chimique, mais naturelle, où en fait vous avez les polluants qui sont captés sur une photocatalyse avec du charbon actif, qui entoure le charbon actif, et c'est une lampe UV qui va venir détruire, en fait, elle capte les polluants. Et l'action de la photocatalyse avec les lampes UV, ça va vous minéraliser les polluants. Donc là, c'est vraiment une destruction. Ce n'est pas de les stocker comme font les filtres, qui vont les stocker sur le filtre qu'il faut changer régulièrement. Là, c'est une réaction chimique qui va détruire le polluant. Donc juste un petit résumé rapide de notre technologie, Airficiency, d'Airficience, pour les purificateurs TACAIR. Donc nous, on existe depuis bien longtemps, bien avant le Covid, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de sociétés qui sont nées avec le Covid, parce qu'il y avait un marché à prendre, peut-être. Bon, nous, on est sur le marché depuis plus de 10 ans, largement. Et on a un produit qui a été testé, certifié selon la norme AFNOR. Il y a une norme AFNOR qui existe justement sur l'air intérieur. D'abord, elle est en cours de renouvellement aujourd'hui. Et on a été le premier, et aujourd'hui toujours le seul, qui a été testé sur cette norme. Et en fait, on est vraiment, nous, issus on va dire de la recherche, parce que nos produits ont été développés en partenariat avec les grandes... à la base, c'était avec Saint-Gobain, les laboratoires de Saint-Gobain, et aussi testés avec l'Institut Pasteur et laboratoire qui est connu aussi dans la référence, c'est Terra Environnement, qui est, je crois, l'un des premiers des laboratoires en France. De plus aussi, nos produits ont été évalués par une étude de l'ADEME. Et on était sur une 22 produits, 11 sociétés, on était parmi les 2 produits qui avaient des bonnes performances pour leur permettre de faire les tests finaux d'analyse de cette qualité de l'air. Donc là, c'était juste le petit schéma pour montrer la réaction chimique, justement, qui permet de transformer ces polluants captés sur du charbon actif entouré de photocatalyse avec les sources UV qui viennent détruire donc le polluant, les COV en particulier. Justement pour comprendre un peu les performances de cette purification d'air, là, on a mesuré, alors je ne sais pas si c'est lisible, mais des polluants principaux, les acétaldéhydes, l'acétone, l'heptone, toluène. Et en fait, l'objectif, c'est de regarder dans le temps, quand l'appareil est en fonctionnement, au bout de combien de temps on voit cette diminution. Et là, on voit au bout de 5 minutes, 30 minutes, la diminution majeure de ces polluants. Deuxième graphe, là on a fait des tests aussi pour comparer justement l'état initial et l'état final après quelques minutes de fonctionnement. Et alors ce qui est important aussi, c'est que nous on propose des produits qui sont 100% déjà éco-responsables parce qu'ils sont tous recyclables et ils ont été fabriqués, élaborés en France. Et on fait du recyclage avec ça. Juste rapidement, au niveau recommandations, voilà, on travaille aussi avec un grand laboratoire qui s'appelle Ispira, et qui est l'un des laboratoires aussi experts dans la qualité de l'air, et qui font partie de la liste des 5 à 10 laboratoires qu'on retrouve sur le site du ministère, préconisés pour justement sur leur sérieux, sur la mesure de la qualité de l'air intérieur. Alors justement, comme c'est un sujet d'actualité très important, la FIMEA, qui est quand même la fédération, on va dire, principale qui s'intéresse à ce métier de la qualité de l'air, a lancé un questionnaire, un baromètre purificateur pour mieux évaluer déjà notre connaissance
et nos différents intérêts et ce qu'on a envie de voir dans la qualité de l'air intérieur. Quels sont et je vous invite vraiment à participer. Il doit durer en 5-10 minutes, vous l'avez terminé. Très didactique. Il soulève les bonnes questions sur justement cette problématique de l'air intérieur. Et l'objectif, c'est de recenser un peu la perception de chacun et ce qu'on a envie, comment ça évolue. Donc je vous invite fortement à pouvoir y répondre si ça sera bénéfique pour vous-même et pour l'ensemble de la collectivité suite à ce baromètre. Voilà, j'ai terminé la petite présentation. Donc, comme je disais au début, hein, le défi, c'est vraiment le problème de l'air, à la différence de l'eau, des aliments. C'est comment rendre visible cet invisible qui nuit. Comme on a pu présenter au début, les nombreuses pathologies qui sont dues à l'air intérieur. Hein. L'asthme, j'en ai pas parlé, mais l'asthme est l'un des très bons exemples, aussi hélas. Voilà, donc merci à tous pour votre écoute. Si vous avez des questions, je suis là pour vous répondre. Questions, compléments d'information. Après, si on est donc on a un petit stand là sur le village de l'environnement, le B15, si vous voulez venir. Oui. Juste pour savoir si cette solution est aussi faite pour les particuliers. Oui. Alors, tout à fait. Nous, alors, d'abord, généralement, je vais dire, quand je parlais des systèmes de filtration juste simple par filtre, sans les nommer, vous avez les grands connus qu'on trouve dans les supermarchés ou dans les surfaces de bricolage qui font des solutions, filtres simples. Nous-mêmes, sur des solutions plus évoluées, maintenant, nous-mêmes, on sort ce qu'on appelle le Tacker Home, qui est l'équivalent justement de nos tackers plus professionnels, parce que les tackers qu'on a 50-100, c'est fait pour le monde plutôt professionnel. Et le Tacker Home, c'est un plus petit budget pour des pièces plus petites. On va jusqu'à 30, 40, 50 mètres carrés. C'est pas comme les plus grosses pièces où on a des plus grandes couvertures de brassage de l'air. Et justement, on a parmi nos clients des gens asthmatiques qui ont décidé de mettre ça dans leur maison pour justement les aider à surmonter leur asthme. Donc, on peut avoir cette technologie au niveau du particulier. Voilà. Que historiquement, c'était uniquement principalement, on trouvait les appareils premier prix ou grand public. Mais maintenant, justement, on peut faire des choses beaucoup plus réduites pour les particuliers qui permettent un meilleur budget et mieux appliqué à notre besoin propre. Quoi. D'autres questions ? Sur l'aspect réglementaire mis en place depuis 2023, la responsabilité réglementaire, elle s'impose aux gestionnaires, aux propriétaires du bâti, gestionnaires. À l'exploitant. Oui, propriétaire, l'exploitant. Non. Au propriétaire. Et le propriétaire, souvent, il délègue à l'exploitant. D'accord, en propriétaire. S'il y a une convention. Mais c'est le propriétaire qui est responsable de ces lieux, de ces murs. Parce que si les ouvrants, si la VMC elle est bouchée, si les ouvrants, les portes les portes-fenêtres ne s'ouvrent pas, mais souvent dans la plupart des cas, dans une grande majorité de cas, le propriétaire sous-traite cette fonction à l'exploitant. C'est lui qui est sur place, c'est lui qui peut faire ses mesures, c'est lui qui subit, hélas, souvent cette pollution. Mais la responsabilité, c'est vraiment le propriétaire. Oui. Comme pour les appartements, ce qui est un peu logique. Merci beaucoup de votre attention. Puis on est disponible pour répondre à vos questions plus détaillées et vous fournir plus d'informations suivant vos besoins. N'hésitez pas. Merci encore. Et bon salon à tous.